Un très beau livre, Les Veilleurs de Sangomar. Une très talentueuse romancière, Fatou Diomé. Elle a beaucoup de choses à nous dire. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. On accueille donc André Berkov, votre invité, Fatou Diomé, qui est l'auteur de ce livre, Les Veilleurs de Sangomar. C'est publié chez Albin Michel. Oui, Fatou Diomé, pas seulement de ce livre, vous en avez écrit plusieurs. Vous avez écrit notamment, c'est Marianne au secours, je n'ai Marianne porte plainte. Marianne porte plainte, magnifique. Et puis tous les autres, Le ventre de l'Atlantique. Vous avez commencé en 2003, le premier, c'était... Oui, le premier roman, c'était en 2003, mais avant, il y avait un recueil de nouvelles qui s'appelait La Préférence Nationale. Ah oui, c'est ça, oui. Qui est toujours d'actualité, d'ailleurs. Non, ce qui est formidable, c'est que ces romans, et j'ai beaucoup aimé vraiment Les Veilleurs de Sangomar, et puis vous parlez de Joula, on va en parler de ce bateau qui a fait naufrage, mais ce qui est formidable, c'est que vous parlez aussi dans vos romans, évidemment, des problèmes. Vous êtes franco-africaine, vous vivez en France depuis 20 ans, vous retournez très souvent, évidemment, au Sénégal, et justement, vous parlez très très bien, et j'ai lu pas mal de vos articles aussi, de vos interviews. En fait, juste, Les Veilleurs de Sangomar, c'est une histoire vraie. Oui, alors la catastrophe elle-même, elle est vraie, Oui. mais je n'ai pas voulu prendre une vie concrète de victime. Donc, je suis partie de cette réalité de la catastrophe pour imaginer un couple d'amoureux, parce que dans ce bateau, il y avait beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'étudiants. Qui a fait naufrage, effectivement. Qui a fait naufrage le 26 septembre 2002. C'est ça. Et il y a eu 2000 morts environ. Selon les familles, le chiffre officiel déclaré, c'est 1864. Et il y aurait... plus que le Titanic. Exactement. Ouais. Et il y aurait 65 survivants seulement. D'accord. Mais les familles disent qu'il y a environ 2000 personnes. D'accord. Et donc, vous avez voulu, à partir de là, vous avez extrapolé sur le couple et... Oui, l'histoire d'amour en elle-même, la perte brutale, comment vivre quand on a l'impression d'avoir des trous sous nos pas, comme ça. Donc, j'aurais pu prendre aussi les veuves des victimes d'attentats. Ouais. Ce sont ces pertes brutales qui déséquilibrent brutalement. Et je voulais analyser cela. Comment reconstruire après, comment se réconcilier avec la vie pour continuer. Oui, et comment la vie change, bascule, et comment on peut se reconstruire. Non, mais ce qui est formidable, c'est ça, c'est-à-dire ce qui est très poignant dans ce livre, que je recommande vraiment, c'est que vous êtes, je veux dire, on les suit, je ne dis pas on se confond avec eux, mais cette peine et cette douleur, vous la faites extrêmement bien ressentir. Et justement, vous dites comment on peut se reconstruire. En fait, c'est plein d'espoir, ce roman, quand même. Oui, l'histoire d'amour, donc elle commence... Elle invoque le djinn Sangomar, et puis les humains ne veulent pas l'écouter. La complainte de la veuve, vous savez, on les entoure, on les cajole, on les console, mais c'est mieux qu'elle ne se plaigne pas, parce que souffrir c'est une chose, mais raconter cette souffrance, c'est aussi faire souffrir les autres. Comme elle n'ose plus raconter, elle écrit. Et quand elle invoque les morts, elle écrit ses révoltes du quotidien, mais elle rappelle aussi tous ses souvenirs, ses belles saisons d'amour avec son chéri, son Bouba, inoubliable Bouba, qui pour elle, c'est un homme parfait, mais évidemment, il n'a pas eu le temps de démériter. Oui, c'est ça. Ça reste... Oh, vous êtes méchante, là, Fatou Diomé, hein, voilà. Tout de suite, les hommes, il faut qu'ils déméritent à un moment donné. Mais parfois, mais bon, il y en a sûrement qui sont aussi formidables que Bouba, mais... Donc c'est vrai que c'est une amoureuse qui parle de son homme, donc il est forcément parfait. En tout cas, c'est vraiment à suivre, c'est une très belle histoire d'amour à suivre. Et Fatou Diomé, ce qui m'a frappé, vous êtes franco-africaine, on parle beaucoup aujourd'hui, vous avez vu encore avec le drame qu'il y a eu, la préfecture de police, tout ça, on parle beaucoup, et vous en parlez de, oui, alors, il paye le colonialisme, le racisme et tout ça, on est en plein dedans en France actuellement, on a ce problème d'émigration, chacun le pose à sa manière, et on a l'impression que les camps sont là, chacun se renvoyant la balle, chacun se renvoyant les responsabilités, et on devient, mais vraiment à chaque histoire, à chaque fois, devant une espèce de, je dirais pas de guerre, mais enfin de fragilité des positions qui devient assez dramatique. Oui, vous savez, pardon de citer mon propre livre, mais dans Celles qui attendent, je disais que l'Afrique et l'Europe sont comme deux enfants qui s'observent devant un miroir déformant. Ah donc, oui, il faut expliquer, oui. Oui, parce que l'Afrique ne peut voir les difficultés de l'Occident, puisque ses propres difficultés l'aveuglent, n'est-ce pas? Et puis l'Europe veut préserver ses acquis, donc partager les frais.
Donc, plus la maison elle est riche, plus elle est gardée. Bien sûr. Et chacun garde sa demeure. Et puis, les Africains pensent qu'ici, c'est l'Eldorado, alors qu'il y a des gens en galère ici. Ce n'est pas évident de le dire, Et mais c'est pour oui. ça qu'ils ont envie de venir par millions et par millions. Mais oui, mais il y en a qui veulent venir. Et puis, ceux-là, quand ils sont confrontés à la réalité, je les encourage à la décrire au pays. C'est ce que j'essaie de faire à mes personnages dans le vent de l'Atlantique. Parce que ce miroir aux alouettes est aussi entretenu par des gens qui, quand ils rentrent au pays, quand ils sont femmes de ménage ici, comme je l'étais d'ailleurs quand j'étais étudiante, quand ils rentrent là-bas, ils disent qu'ils sont gérants d'hôtel. Donc, quand ils sont serveuses dans un restaurant, ils sont patrons de restaurant. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut juste que la modestie, l'honnêteté, la lucidité. La lucidité, et puis c'est pas moi qui le dis, c'est Saint Jean qui dit « la vérité vous libérera ». Donc, il faudrait que la vérité puisse nous libérer pour ensuite nous réconcilier. Mais alors justement, Fatou Diomé, parce que de ce point de vue, vous parlez d'or, est-ce qu'il n'y a pas le problème qui se heurte au fonds de commerce des passeurs d'un côté, fonds de commerce où on entretient du mythe que l'Europe, justement, c'est l'Eldorado. D'un autre côté, on se dit, ça arrive comme ça, et vous savez très bien qu'un certain nombre d'intellectuels ou d'élites, eux qui ne sont pas confrontés à cela, le voient de loin en disant oui, c'est formidable, accueillons tout le monde. En même temps, comment arriver à un équilibre? Parce que effectivement, il y a l'humanité, il y a de l'humanisme, mais d'un autre côté, il y a aussi certains chefs d'État africains qui laissent partir sans aucun problème leurs ressortissants. Il y a l'humanisme, il y a l'humanité, il y a aussi la dignité. Donc, moi, il y a des galères que j'ai connues en France, par exemple, je n'aurais pas aimé que mes petits frères et mes sœurs puissent les connaître. Donc, j'ai lutté contre cela. Et il faut aussi tenir à l'Afrique un langage de vérité. Lutter pour s'en sortir, c'est une nécessité humaine. Donc, quand il y a eu, je crois, 1848, des choses comme ça, la famine en Irlande, ils sont partis en Amérique. Si c'était légitime pour ces Occidentaux-là d'aller chercher la survie, c'est aussi légitime pour les Africains. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'immigration soit l'unique solution. Ce n'est pas possible, parce que tout le monde ne peut pas partir. C'est la vérité. Et cette vérité-là, dire ça, ça ne veut pas dire ne pas comprendre les difficultés en jeu. Bien sûr. Donc, évidemment, quelqu'un qui fuit la guerre n'est pas du tout dans la possibilité peut-être de respecter les lois internationales, comme je l'avais dit une fois dans une émission. Sauf qu'il y a beaucoup de migration économique, voilà, mais où il n'y a pas de pays en guerre. Voilà. Il y a cette migration due aux guerres, mais il y a aussi la migration économique. Et des gens viennent pour chercher la paix, la possibilité d'une réussite, mais moi je dirais tout simplement, et je le dis depuis le premier de mes livres, à toute la jeunesse africaine, où que l'on soit sur Terre, il faut lutter. Donc, et cette lutte pour l'existence, elle est valable en Europe, elle est valable en Afrique. Et cette lutte-là, elle passera toujours par la formation, par l'éducation. De toute façon, être ici à se désoler des lois que l'Europe peut inventer et renouveler. Donc, dans quelques temps, je disais, les lois contre l'immigration, ce sont comme des pièges sans cesse repositionnés pour attraper le même gibier. Les immigrés. Mais les immigrés aussi, ce sont des gens qui sont sans cesse réorganisés pour déjouer les mêmes pièges. Ouais. Et vous voyez, c'est avec les accords de Dublin, ils devaient demander l'asile dans le premier pays. Oui, absolument. Ils ne le font pas. Mais en même temps, est-ce que cette loi de Dublin était normale? Est-ce qu'elle respectait les droits humains? Parce que moi, si je veux aller en Angleterre, pourquoi me demander de rester en Italie? Parce que je suis passé en Italie. Et si je veux aller habiter à Strasbourg, pourquoi me demander de rester à Bordeaux si je demande d'aller à Strasbourg? Et donc ça, ce sont des questions qui sont liées à l'affect. L'affect ne peut pas juger le problème de l'immigration. Il faut qu'à un moment donné, on utilise la raison et que le débat soit dépassionné. Oui, mais le problème, comment faire que le débat soit dépassionné quand il y a une victimisation permanente de part et d'autre? D'ailleurs, vous avez vu, qu'est-ce que vous pensez, vous savez, quand on fait un camp raciste décolonial, puis on dit les racisés maintenant, c'est les mots, hein, vous êtes romancière, vous savez ce que c'est. On a l'impression quand même d'une utilisation, d'une instrumentalisation quasi orwellienne, que les gens se posent en victime et que voilà, on est victime, donc on a des droits et on n'a pas de devoirs. Vous savez, quand toute pensée poussée à son paroxysme devient dangereuse. Donc voilà, alors cette victimisation, elle va de pair avec l'assignation identitaire. Je dénonçais vraiment les deux. Je dénonçais tout le temps les deux parce que pour moi, les deux sont liés. Vous savez, on nous demande aussi de nous intégrer. Mais il ne faut pas trop bien s'intégrer parce qu'on vous rappelle après que vous êtes venu d'ailleurs. Donc à un moment donné, même l'enfant adopté devient un membre de la famille. Et l'enfant adopté, quand on lui fait place dans la famille,
eh bien, il doit essayer aussi d'en être digne. Donc c'est pour ça que j'avais écrit Marianne porte plainte en disant, même étant l'enfant adoptif de Marianne, eh bien, je peux défendre ma mère parce que si je suis fière de la revendiquer, eh bien, je dois pouvoir dire quelles sont ses valeurs et je dois essayer de les porter. Donc moi, je demande aux deux camps de mettre un peu de l'eau dans leur vin ou je ne sais pas où dans leur limonade. Mais il faudrait à un moment donné se respecter suffisamment et surtout un peu de tendresse. On ne parle jamais de tendresse quand on évoque les questions politiques. Ouais. Et on peut avoir de la tendresse pour des gens qui nous accueillent et on peut avoir de la tendresse pour les gens qui ont souffert pour venir jusqu'à nous. C'est vrai, mais à un moment donné, c'est tout le problème, c'est qu'il y a aussi des contraintes économiques, quand il y a des crises, etc. Et les gens ne s'en aperçoivent pas, et effectivement, ça devient, ça se transforme en bouc émissaire, et c'est terrible, et ça devient vraiment grave, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a une crispation, si vous voulez, des choses, qui devient malsaine, plus que malsaine, quoi. Et comment amener, pour vous, à une espèce de, je dis pas de pacification, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais comment ça se fait que de part et d'autre, encore une fois, on utilise cette espèce de crispation et on la fait une arme de guerre, quelque part? De l'intégrité, ne pas se laisser convaincre gratuitement par des choses fallacieuses. Ouais. Donc voilà, moi je suis noire, c'est un fait. Mais on ne m'a pas demandé mon avis, donc je suis noire. Mais le fait que je sois noire ne détermine pas toute mon existence, parce que j'ai une famille, j'ai une histoire. J'appartiens à un peuple sérère des Nyominka du Sine Saloum, donc je connais mon histoire et je ne vacille pas, parce que, comme je le disais dans l'entretien que vous évoquiez, la peur de vaciller ne peut vous atteindre si vous êtes sûr de votre identité, si vous savez qui vous êtes. Moi, je suis authentiquement une fille africaine, nourrie aussi de la culture française. Et alors, j'apprécie cette chance-là. Donc, je n'ai pas du tout le Sénégal et la France qui sont en train de se disputer, Fatou. Non. Le Sénégal et la France se sont additionnés pour m'enrichir. Et oui, c'est-à-dire vous êtes le tout supérieur à la somme des parties. Oui, vous êtes ça, vous n'êtes pas chanceuse. Que ça. Voilà. Je suis chanceuse, c'est-à-dire qu'à la sénégalaise que j'étais avant, j'ai ajouté des choses. Mais à la française que j'ai pu avoir à Strasbourg, je lui ai apporté des choses. Et ce dialogue-là, je trouve qu'il y a une intégrité morale nécessaire parfois pour savoir reconnaître les choses, pour être à la fois dans la gratitude vis-à-vis de mes grands-parents, mais aussi dans la gratitude pour ce pays où j'ai trouvé la paix et la possibilité de m'instruire autant que je le voulais. Même si j'étais à l'université à Dakar, j'ai pu continuer ici et il faut pouvoir associer les deux dans la même joie. Merci beaucoup Fatou Diomé, et vous l'avez fait aussi dans le plus grand talent. Et en tout cas, je vous rappelle à tous d'ailleurs la référence du livre de Fatou Diomé, ça s'appelle Les Veilleurs de Sangomar, c'est publié chez Albin Michel. N'hésitez pas, vous pouvez vous le procurer en librairie. Et restez avec nous. Mais surtout, Diomé, restez tous avec nous, vous aussi qui écoutez Sud Radio, puisque à partir de maintenant, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, c'est à vous de prendre la parole. On attend vos questions et aussi parfois vos réponses aux interrogations d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Avec la romancière Fatou Diom, nous attendons les auditeurs de Berkoff dans tous ses états. Et tout de suite, on retrouve Didier qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour à vous, Didier. Bonjour. Bonjour André, c'est Didier d'Antony. Oui, bonjour. C'était Didier. Je suis resté un peu sidéré, mais très positivement dans le bon sens, je vous rassure tout de suite. Ouais. Par votre invité, c'est extraordinaire ce discours apaisant et surtout d'impartialité totale. Ouais. Chose qui change un peu parce que aujourd'hui on sait très bien comment ça se passe. Je voulais vous poser une question, est-ce qu'elle connaît la Sibeth en deux mots? Sibeth Ndiaye. Oui. Fatou Diom, est-ce que vous connaissez Sibeth Ndiaye? Comme tous les Français, pour l'instant, à la télévision. Ça me fait beaucoup rire, comme tous les Français, je dirais hélas même, oui. Donc, non, parce que comme elle fait partie quand même de la diaspora sénégalaise qui est parents très aisés et compagnie, moi je me suis un peu posé la question de savoir ce qu'elle en pensait notamment. Je ne sais pas encore, mais je la découvre comme tous les Français à la télévision. Oui. Personnellement, j'étais femme de ménage en Alsace pour payer mes études. Donc peut-être qu'on ne sort pas des mêmes salles. Non, c'est pas le même milieu, c'est pas la même classe. Exactement. Donc c'est pour ça que ces gens-là, si vous voulez, donneurs de leçons, comme vous disiez tout à l'heure, André, par rapport à Mélenchon qui présente pas de candidat au municipal. Ouais. Mélenchon est un carriériste opportuniste et comme on dit, socialiste un jour, socialiste toujours. Donc voilà, menteur à l'extrême. Non, écoutez,
Didier. Soyez un peu plus indulgent envers des gens qui ne se présentent pas. Comment ? Soyez un peu plus indulgent envers des gens qui ne présentent même pas de liste. Vous voyez, on ne tire pas sur les ambulances. Voilà. Voilà, très bien. Non, mais c'est vrai que par contre, c'est vrai que le livre de votre invité est disponible comment, en librairie? Écoutez, en librairie, il est magnifique. Je vous le recommande. Oui, bien sûr. Mais je crois qu'il y en a eu un autre aussi. Elle a écrit une dizaine de livres. Le dernier, ce sont Les Veilleurs de Sangomar. Oui. Et le livre sur Marianne aussi, paru aux éditions Flammarion. Marianne Porte-Plainte. Marianne Porte-Plainte, c'est chez Flammarion. Et Les Veilleurs de Sangomar, c'est chez Albin Michel. Vous les trouverez justement, Didier, en librairie. Voilà, merci Didier. Merci à vous bonne journée, à bientôt. Sur le 0826 300 300, vous êtes tous les bienvenus sur Sud Radio. Tout de suite, on retrouve Chantal qui nous appelle. Bonjour Chantal. Chantal, bonjour. Florence, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Florence. Bonjour, Monsieur Berkoff. Bonjour. Je vous appelle parce que j'ai écouté le discours du président. Oui. Et il nous demande d'être tous vigilants. Oui. Alors, pardon de dire ça d'un président, mais je trouve que c'est lâche ou hypocrite, enfin peu importe le terme, car les collègues de l'assassin ont fait remonter leurs craintes concernant cet islamiste. Oui. Et c'est eux qui ont été sanctionnés. Oui. Alors, je comprends pas. Je trouve qu'en France, c'est le monde à l'envers, qu'on se couche devant les islamistes, et je veux comprendre. Il nous dit d'être vigilant, et en même temps, quand on fait remonter ce qu'on sait, on est sanctionné. Mais vous savez, c'est hier, j'avais Noam Anwar, qui est policier, qui est musulman. Oui, j'ai acheté le livre d'ailleurs. Oui, qui est remarquable aussi, et qui disait effectivement, il y a un problème et de bureaucratie, et d'ego, et de rivalité, etc. Oui. Et donc effectivement, vous avez des responsables qui se défaussent, et qui se défaussent sur qui ? Sur les lampistes. Il l'a dit lui-même, ce policier hier. Moi je pense pas comme vous. Je pense qu'en France, on se couche devant les islamistes. Et qu'on a le droit de faire tout remonter, sauf quand ça touche les islamistes. Et j'aurais voulu poser une question, puisque votre invité est là. Oui. Je pense qu'à tous les deux, vous pourriez répondre. Dites-moi. Pourquoi est-ce que... vous savez, vous intervenez sur une chaîne de télévision l'après-midi. Oui. L'autre jour, j'ai entendu cette personne qui présentait l'émission. Elle a commencé en disant « Une policière blanche a tué un homme noir ». Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit en France de dire quand c'est un noir qui a tué un blanc? Est-ce que c'est une demande officielle de l'État? Est-ce que c'est une interdiction? Pourquoi est-ce qu'en France, c'est comme ça? Je ne comprends pas. Alors écoutez, non mais vous avez tout à fait le droit de poser ces questions et on est dans la liberté. Je voudrais demander à Fatou Diom ce qu'elle pense de ce que vient de dire. Je suis très contente d'entendre sa réponse. Mais madame, je vous poserai la question, est-ce que quand on tue en étant noir, on est plus tueur? Et est-ce que quand on tue en étant blanc, on peut être plus tueur? Et donc les extrémistes sont les mêmes, madame. Ce sont les mêmes ânes gris. Donc, quelle que soit leur couleur. Alors, écoutez les émissions en France, que ce soit sur les radios ou sur les télévisions, jamais on ne prononce quand c'est un noir qui a tué un blanc. Madame, pardon. Je ne comprends pas. J'ai juste envie de comprendre et qu'on me dise si j'ai tort. Voilà. Écoutez, écoutez là. Juste une petite minute, madame. Vous savez, je vois rarement un cambrioleur blanc a fait ceci ou cela. Et donc, le vrai danger pour notre société, c'est justement quand chaque couleur regarde et compte le nombre de fois où on cite sa couleur. C'est terrible. Donc, à un moment donné, c'est quand même la société française qui n'est pas censée reconnaître ni la couleur ni la religion et que tous les Français devraient être ensemble et lutter pour la cohésion et pour l'extrémisme ou l'islamisme. Madame, votre anxiété, c'est le premier ennemi. Donc, essayez de tenir et montrer que Marianne reste justement debout. Alors, madame, je pense exactement comme vous. Je voudrais juste que tout le monde soit traité pareil. Donc, je vous rejoins à 1000%. Mais en France, on n'est pas traité pareil. Mais ça, c'est un problème, effectivement, de certaines connotations médiatiques, de certaines pensées du camp du bien, de certaines doxas. Eh bien, ça, il faut se battre. Vous savez, comme disait Fatou Diom, comme elle s'est battue, il faut se battre contre toutes les fixations et toutes les rigidités. Il faut se battre. Merci en tout cas, Florence, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Vous étiez bien sûr la bienvenue sur Sud Radio. Vous continuez à nous appeler. On retrouve tout de suite Daniel. Bonjour à vous, Daniel. Oui, bonjour Daniel. Daniel, la communication a coupé, pardonnez-moi. Bon, on est toujours en tout cas avec André Berkoff et son invité Fatou Diom qui nous présente son livre. Alors,
Fatou Diom, je voudrais revenir sur cette histoire des extrémistes, etc. D'ailleurs, ce qu'a dit l'auditrice, mais au-delà de ça. Effectivement, en France, il y a l'impression, mais pas seulement sur cette histoire de Noël blanc, deux poids, deux mesures. Vous savez, en tout cas, encore une fois, c'est pas vous. Vous êtes effectivement tout à fait en dehors de ça par votre sagesse et votre lucidité. Mais on a l'impression qu'il y a des deux poids, deux mesures. En tout cas, les gens le ressentent comme ça. Je ne parle même pas de la réalité, mais du ressenti. Et c'est vrai que c'est un problème qui est posé. Alors, vous savez, M. Berkoff, quelle que soit la communauté, les gens vous diront exactement la même chose. Si vous allez dans la communauté, les gens venus d'ailleurs, oui, ils vous diront qu'on les remarque de plus en plus, qu'ils sont pointés du doigt, qu'ils sont stigmatisés. Et si vous allez chez des Français qui subissent aujourd'hui la crise économique et qui se sentent déclassés, ils vont vous dire les étrangers sont mieux traités que nous. Donc je vous dis personnellement, par mon travail, vous savez la vie des auteurs, hein, on n'est pas des Bill Gates, mais vous passez à la télé, les gens pensent que vous êtes fortuné juste parce que vous êtes visible à la télé. Mais ça autorise à des personnes à vous dire, mais la France vous traite mieux et vous donne tout. Donc il faut juste leur dire que la vie des écrivains, c'est une autre vie de prolo. Donc voilà. Oui. Et ça, chaque communauté voit midi à sa porte et on pense que les autres sont mieux traités. C'est pour ça qu'il faut de la sagesse et du recul. Il y a un combat à mener de dialogue pour qu'on se rapproche. Il y a vraiment un combat pour que les gens arrêtent de faire Il y a une forme d'égoïsme de penser que le malheur est juste de notre côté et que les autres sont mieux traités. Donc, à un moment donné, il faut se dire que le pays traverse des épreuves et que nous devons être solidaires. D'ailleurs, la vraie victoire des terroristes et de tous les extrémistes, quel que soit leur bord, la vraie victoire, c'est quand ils réussiront à nous dissocier, à nous séparer. Oui, et malheureusement, ils avancent là-dessus. En tout cas, ils essayent. Daniel, on a Daniel. Bonjour Daniel. Oui. 300. Bonjour. Je voulais intervenir sur le problème du droit du sol. Oui. Je pense que nous devons revenir à la base. C'est 1870. La France a besoin d'hommes. Oui. A besoin de reconstituer sa population. Oui, on vous écoute. Obligatoirement, il y a une décision qui est prise. Il faut reconstituer la population et on admet et on demande qu'il y ait le droit du sol. Aujourd'hui, nous avons une situation complètement différente. Si on prend les rapports, le dernier, il y a 2 ans, de l'OCDE, dit que nous allons avoir un grave problème d'immigration parce que actuellement, nous avons à peu près 1,2 milliard de gens en Afrique. Il y en aura près de 4 milliards aux environs de 2030-2050. L'Europe ne peut plus absorber tous ces gens. Nous avons habité pendant 44 ans dans la région parisienne et pour avoir le soleil, nous sommes venus dans le sud. Oui. Dans le sud, le sud-ouest, nous avons actuellement, et j'ai été conseiller municipal, j'ai été membre de l'agglomération, j'ai été conseil général, nous avons trop de gens qui ne peuvent être incorporés, sauf de les appauvrir et donc de leur donner des salaires de misère. Oui, ce qui se passe, juste un mot, je vous interromps, parce que je me suis renseigné, on s'est renseigné, l'équipe, sur combien les heures de nuit sont payées pour, vous savez, les sans-papiers de chez Chronopost. Je rappelle Chronopost, Villa de la Poste. Il faut savoir, parce que c'est important, c'est payé en tarif journée et le tarif journée ne dépasse jamais le tarif mensuel, plus de 600 € par mois. Voilà pourquoi aussi un certain nombre d'élites font appel à des migrants, parce qu'on les paye à 600 € par mois. Alors évidemment, c'est plus intéressant du point de vue du rapport que les travailleurs français, qui soient de souche. D'ailleurs, ça n'a aucune importance. Et donc, ici, dans le sud-ouest, on assiste à une paupérisation totale. Parce que ces salaires bas, et j'ai eu des collègues dans la région, on prend l'avion, on part en Pologne et on revient avec 20 Polonais. Actuellement, on revient avec des Albanais, on revient avec des Roumains. Des Géorgiens. Et des Géorgiens. Et tout ça comme particularité, mon Dieu, d'avoir des salaires absolument de misère. Absolument. Non, et si nous allons aujourd'hui dans les centres, parce que le centre-ville n'existe plus, on l'a tué. Qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons, autant dire,
60 à 70% de gens qui ne parlent pas français. Et une partie de la population, et en tant que conseiller municipal et membre de l'AGLO, etc., je puis en parler, ils ne veulent pas s'intégrer. Ils restent d'une manière communautaire, ce qui est logique. Lorsque l'on part, nous avons été au Japon, en Chine, en Thaïlande, au Sénégal. C'est la chose. Daniel, je vous interromps parce que votre témoignage est très important. On en reparlera, mais je voudrais laisser un dernier mot, une phrase à Fatou Diom par rapport à ça. Vous voyez, le problème est posé et Daniel et d'autres, effectivement, se demandent, vous voyez, les Géorgiens, les Albanais qui viennent, qui ne parlent pas français. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a cette inquiétude très profonde. Je voudrais rassurer tout le monde. Moi, je voudrais être parfois je ne sais pas, une espèce de fée avec une baguette magique pour apaiser les gens. Monsieur, je voudrais vous dire que les Français partent au Canada. Ils sont au Sénégal. Il y a plus de 27 000 Français au Sénégal. Et ils sont chez eux là-bas. Et donc, il faut savoir qu'il y a plus d'immigration dans les pays du Sud, les pays Sud-Sud. Et que ce que vous voyez ici en Europe, c'est ce qui se passe en Amérique, qui se passe au Canada, qui se passe un peu partout. C'est notre époque qui est comme ça. Ce n'est pas du tout l'Europe qui est menacée d'envahissement. C'est la population mondiale qui bouge de plus en plus. Et puis, notre situation économique, quand elle va s'améliorer, eh bien, on se rendra plus compte de ça, on aura moins peur. Et voilà, il manque plus que la fée de la baguette de la fée, la baguette magique de la fée. Et la fée qui était l'invitée d'André Berkoff aujourd'hui s'appelle Fatou Diom, écrivain évidemment, auteur de nombreux livres. Je vous conseille notamment le dernier, Les Veilleurs de Sangomar. C'est publié chez Albin Michel. Les amis, restez à l'écoute de Sud Radio. L'ami Berkoff revient demain à midi dans tous ses états. Tout de suite, on va retrouver Jacques Pessis pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, Jacques Pessis reçoit Jean-Pierre Dionnet. Excellente journée à vous sur Sud Radio.